Donc du coup, moi je vais présenter le travail de Cyrine Boujamline. Cyrine qui a été une DFMS, donc une interne FFI, mais qui n'a malheureusement pas pu être là, mais pour lequel on est très content d'avoir pu l'encadrer sur ce travail qui est une étude rétrospective sur une expérience en vie réelle des deux molécules récentes qui sont le fostemsavir et le lenacapavir. En pratique aujourd'hui, donc en dernier recours, quelles sont les cartouches thérapeutiques qu'on a pour traiter les patients qui sont lourdement traités ou multirésistants? Et bien donc les deux molécules, donc lenacapavir, fostemsavir et l'ibalizumab, qui est cet anticorps monoclonal dont je vais reparler. Et donc en pratique, aujourd'hui chez les patients multirésistants, on n'a pas d'autre choix que ces dernières molécules, mais pas beaucoup d'expérience pour l'instant en vie réelle, des essais cliniques récents, donc on va détailler. Les mécanismes dont sont représentés ici, les deux parmi ces trois molécules vont viser l'attachement du virus par le récepteur CD4, cet anticorps monoclonal qui était déjà connu, qui se fixait au domaine numéro 2 du récepteur T4 de la cellule, et du coup cette nouvelle molécule qui est le fostemsavir qui est transformé en temsavir, qui va se lier au virus lui-même, mais qui finalement agit avec un mécanisme plus ou moins commun que l'ibalizumab. L'autre molécule, donc lenacapavir, dont vous avez probablement tous entendu parler, parce que quand elle est sortie, il y a eu notamment dans les actualités un vaccin pour le VIH, et ça, en tout cas on a vu ça dans les actualités, ce n'était pas du tout un vaccin, c'était une injection tous les 6 mois qui permettait un traitement préventif, et en tout cas le mécanisme d'action de cette molécule est la capside du virus, que vous voyez ici, et donc cette capside en vert joue un rôle essentiel, ici, voilà, cette capside en vert joue un rôle essentiel dans le cycle viral, et jusque-là il n'était pas connu que cette capside reste totalement intègre jusqu'au noyau de la cellule, et la reverse transcription a même lieu dans cette capside avant de passer à l'étape d'intégration. Et donc, le fait de développer un médicament anticapside, qui est une nouvelle classe, va pouvoir avoir une action au moment de l'absorption nucléaire de l'ADN proviral, au moment de l'assemblage et la libération du virus, et au moment de la formation du noyau de la capside. Donc on a 3 étapes qui sont ciblées par cette nouvelle molécule, et comme vous le voyez ici, le C50 de 50 à 100 picomolaires, ça veut dire que la concentration est extrêmement faible pour être efficace, ce qui témoigne d'une efficacité in vitro qui est tout à fait prometteuse. Donc il y a eu évidemment l'essai randomisé qui est sorti en 2022, qui a permis de valider l'utilisation de cette molécule sur le marché. Dès le premier essai, il y avait une efficacité de 80% de patients qui étaient indétectables, donc une efficacité extrêmement importante chez des patients en échec jusque-là et lourdement traités. Et dès le début, dès l'essai randomisé, il y avait la description de patients qui devenaient résistants avec des mutations. Toute nouvelle molécule, il y a des mutations qui peuvent apparaître et qui diminuent la sensibilité à cette molécule. Notamment, et donc ça c'est important, en cas de monothérapie efficace, puisque ces patients qui sont multirésistants sont souvent des patients qui sont avec une observance difficile, et c'est eux qui justement vont avoir le plus tendance à ne pas prendre les traitements oraux, et ils vont pouvoir développer une résistance au traitement intraveineux. Une publication qui a montré que dans le même essai, suivi à 2 ans, maintenance de l'effet antiviral, et donc 2022, l'HAS a validé l'utilisation de cette molécule, et ça a été aussi proposé, pour l'instant ce n'est pas le cas dans les recommandations, mais comme étant un traitement alternatif à la trithérapie orale chez des patients en première intention, avec des réponses qui étaient globalement satisfaisantes, même si sur ce graphique on peut se demander si ce n'est pas un tout petit peu moins bien que le Biktarvy, qui est aujourd'hui la trithérapie de référence. L'autre molécule, le fostemsavir, donc j'en ai parlé tout à l'heure, pareillement, et donc là, l'efficacité qui est décrite dans l'essai randomisé était plutôt de 60%, donc même si c'est un nouveau mécanisme, les taux de succès semblaient quand même être un petit peu moins bons que pour le lenacapavir.
Ici, je remercie Philippe Colson de m'avoir transmis cette diapo qui permet simplement de montrer les concepts de barrière génétique et de puissance antirétrovirale. Barrière génétique, c'est le nombre de mutations pour devenir résistant. Et donc, plus c'est élevé, mieux c'est. Et comme vous le voyez, l'lenacapavir, c'est une mutation. Donc, on se dit que la barrière génétique est quand même pas très élevée. C'est une nouvelle molécule, tant mieux, ça va permettre de traiter des patients qu'on ne pouvait pas traiter. Mais si on a des problèmes d'observance, rapidement, on va pouvoir avoir l'émergence de résistance. Et la deuxième molécule est là, fostemsavir, donc barrière génétique faible et puissance faible, la puissance étant la vitesse à laquelle le virus diminue sous traitement, le delta log 10 de la charge virale, et donc le lenacapavir semble quand même beaucoup plus puissant que le fostemsavir, si on en croit ces données. Voilà. Donc en 2024, donc deux nouvelles classes, peu de données en vie réelle, peu de données sur l'association entre ces deux molécules chez les patients, et sur l'association de traitement injectable et l'association avec la rilpivirine qui fait partie des 2 intramusculaires qu'on peut donner aux patients tous les 2 mois. Pourquoi je dis 2024? C'est parce que cette étude a été réalisée cette année-là par rapport au PADS qui a été obtenu et par rapport au mémoire de cette étudiante Cyrine Boujamline. J'ai regardé la littérature pour voir un petit peu est-ce qu'il y avait eu beaucoup de données en vie réelle, pas tant que ça. J'ai trouvé quelques case reports en octobre 2023 et en février 2025 sur l'association de ces 2 molécules en vie réelle. Et donc ici je vous présente le travail qui retrouve tous les patients de notre file active qui avaient soit l'un et ou soit l'autre. Le J0 du traitement était considéré la première des 2 molécules avec les données extraites des fichiers électroniques, NADIS, Axiget, etc. Les résultats généraux, donc sur 2000 patients, 21 patients, donc c'est-à-dire que 1% des patients, ça représente, en tout cas c'est une approximation des patients multirésistants de notre cohorte. Bien entendu, ça ne veut pas dire que tous les autres sont sensibles au traitement inhibiteur protéase, inhibiteur de la rétrotranscriptase, mais ça veut dire que finalement, comme vous le verrez à la fin, il y a une seule patiente qui a résisté, et donc ça veut dire que ça permet quand même d'arriver à un succès thérapeutique chez l'immense majorité de nos patients. Donc 1% de notre cohorte qui nécessitait fostemsavir ou lenacapavir, 31 ans d'infection sous type B qui est le plus commun en France, une patiente diagnostiquée à 0 ans, donc c'était en fait une infection congénitale. Et donc vous connaissez comme moi la problématique de ces infections congénitales chez des patients qui ont vécu toute leur vie avec l'infection. Et certains patients qui avaient des traitements très lourds en nombre de comprimés, qui pouvaient être en succès thérapeutique, mais parfois quand ils avaient 7 comprimés par jour, ça peut avoir un impact sur l'observance, et chez ces patients, on peut souhaiter simplifier la prise en charge, même s'ils étaient indétectables. Ici, donc, du coup, j'ai représenté voilà, la répartition entre les groupes, donc lenacapavir, fostemsavir, et ceux qui avaient les 2 molécules, donc 7 patients. Et donc dans chaque groupe, il y avait 4 personnes qui étaient avec un virus détectable à l'entrée dans l'étude, et donc il y avait 7 patients qui avaient des T4 inférieurs à 200. Évidemment, ils étaient tous avec des taux de résistance extrêmement élevés pour toutes les molécules classiques pour le VIH. Ici, j'ai représenté les associations de molécules chez tous les patients. Les 9 patients en jaune sont les patients qui avaient à la fois le fostemsavir et le lenacapavir. Et j'ai représenté ici 2 patients qui d'emblée avaient par leur profil le cabotegravir injectable et le lenacapavir injectable qui semblent être prometteurs. Je vous en reparlerai à la fin de la présentation. Donc 12 patients avec 12 personnes avec virus détectable initialement, et à 6 mois, donc 10 sur 12 qui sont devenus indétectables. Donc c'est quand même un résultat qui était vraiment satisfaisant, sans effet secondaire grave. Chez les 2 détectables, on avait un patient qui était extrêmement multirésistant sévère, assez jeune, avec un état immunitaire extrêmement dégradé, qui a fait un épisode de bronchite et avec un décès inexpliqué, qui n'a pas été attribué au traitement. Et on a eu l'autre patient dont je vous ai parlé, la patiente numéro 20, qui a, en raison d'une observance chronique, a développé la résistance au lenacapavir. Donc ici, on a représenté la charge virale. Comme vous le voyez, donc, tous les patients sont devenus indétectables. Ceux qui l'étaient déjà se sont restés, et les autres, à 3 mois, sont tous devenus indétectables, sauf 2. Le suivi, on n'a pas pu continuer le suivi plus loin, puisque le PADS nous contraint, au niveau réglementaire,
à ne pas détailler les données, même si on peut les avoir dans le cadre du soin, dans le cadre de l'étude. Ici, vous voyez la proportion de personnes qui sont indétectables, et donc 2 sur 8 à 6 mois. Et le patient 20, donc juste pour faire un petit focus sur ce patient, qui donc a développé à 6 mois une résistance, et à 10 mois 3 mutations de résistance au lenacapavir, et une résistance au fostemsavir à 6 mois et à 10 mois. Donc, et pour autant, ce patient est toujours détectable aujourd'hui, mais à un état clinique qui est relativement extrêmement satisfaisant par rapport aux chiffres de charge virale et immunitaire. Et donc là, j'ai représenté ici sa charge virale. Donc même si on est détectable, hein, toujours aujourd'hui, ça permet quand même un relatif contrôle par rapport à ce qui a pu être vu chez cette personne. Les T4, donc c'est le statut immunitaire, évidemment. On s'attend, et c'est publié dans les essais, qu'il y ait une amélioration du statut immunitaire que nous n'avons pas pu retrouver. Les patients qui avaient moins de 200 T4 n'ont pas remonté leur T4 au-dessus de 200, avec un suivi certes limité. Et ceux qui avaient plus de 200 T4, globalement, même si on faisait des moyennes, il n'y a pas eu d'augmentation significative sur nos données, et qui reste faible quand même. Et là, attention, c'est un piège, puisque c'est le fait qu'il y ait moins d'effectifs à 12 mois qui fait croire qu'on a une moyenne qui augmente, mais en fait, ce n'est pas le cas. C'est uniquement parce que ces patients-là ont été suivis plus longtemps. On a pu avoir la collaboration de l'équipe de Pharmaco, donc Caroline Solas, et Nadège Néant, que je remercie. Et donc, ces données-là sur le lenacapavir dans notre centre, on ne les avait pas eues jusque-là. On voit qu'il y a une augmentation progressive jusqu'à 12 mois, et donc qui semble se stabiliser par la suite. Et donc, les deux lignes qui sont là, donc la première ligne noire, c'est le seuil thérapeutique, et la ligne rouge, c'est la cible acceptée, qui est 4 fois cette concentration. Donc on voit qu'il faut quand même 6 mois, et à 12 mois, on est encore mieux pour obtenir ces concentrations satisfaisantes. Pour le fostemsavir, donc tout le monde avait des pics et des taux résiduels, peut-être sauf une personne, qui étaient satisfaisantes. Donc effectivement, ça nécessite des dosages chez ces patients qui sont multirésistants. Et donc, on peut conclure que l'efficacité en vie réelle semble cohérente. Bien entendu, c'est beaucoup moins standardisé que dans les essais randomisés, mais on a quand même 80% d'efficacité. L'association des deux était efficace et bien tolérée, avec des bons dosages. Et on a eu un cas qui n'a pas été vraiment détaillé dans les résultats de l'étude, où un patient a commencé à répliquer malgré le lenacapavir, et il a été décidé de mettre lenacapavir et cabotegravir, donc c'est-à-dire 2 injectables, et ça nous a permis de le rendre indétectable. Et donc, chez des patients résistants, ça peut être vraiment intéressant de passer à l'injectable. Ça ne remplace pas, évidemment, pour Isabelle, l'éducation thérapeutique. Et puis, on a eu des cas aussi, malheureusement, de plus en plus avec des patients sous injectables tous les 2 mois. Et ben, on commence à voir des patients qui sautent leur injection, qui ne sont pas joignables, alors qu'au début, on avait très peu d'événements comme ça, mais on commence à en avoir de plus en plus. Pour finir, donc, dans la littérature, qu'est-ce que j'ai retrouvé qui décrit l'association cabotegravir-lenacapavir qui me semble promoteuse chez certains patients très sélectionnés. Donc un papier qui avait donc une trentaine de personnes avec une excellente efficacité qui faisait un appel pour un essai randomisé. Un autre papier avec une série de cas avec une bonne évolution. Et voilà, j'en ai terminé et je vous remercie pour votre attention.